Bonjour, Monsieur Syndic, mon collègue Syndic. Bonjour. C'est avec plaisir que je te reçois aujourd'hui. C'est vrai qu'on devrait être en direct dans cette rencontre-là qui se passe ce 30 décembre avant la fin de l'année pour informer nos étudiants spécifiquement, particulièrement, mais le grand public, les intéressés du programme de ces formateurs, surtout ceux qui veulent venir au Canada immigrer. Donc, je te donne la parole pour que tu puisses te présenter. On va débattre, comme l'invitation l'a dit, sur les opportunités qui se trouvent actuellement au Canada, plus particulièrement au Québec. Bonjour. Je remercie avant tout ces formateurs de m'avoir invité. Et en fait, je suis Jean-Marc Syndic, consultant en immigration canadienne et aussi en citoyenneté. Je suis justement membre du collège des consultants en immigration et en citoyenneté également. Et j'ai aussi, et comment je peux dire ça, et la permission de représenter les, candidats qui sont au Québec également. Et c'est-à-dire, et certainement, je peux travailler au niveau fédéral, mais aussi je peux travailler au niveau provincial, spécifiquement au Québec. En gros, c'est tout. Et je préfère me concentrer beaucoup plus aux questions et pouvoir apporter certaines réponses. Et certainement, si vous avez d'autres questions, vous allez avoir mes coordonnées pour qu'on puisse approfondir. Merci. Donc, je me ferai le porte-parole des étudiants puisque Oui. cette rencontre qu'on a là ce soir, ce 29 décembre, va être passée lors de la grande rencontre que j'aurai avec les étudiants, puisque demain, c'est-à-dire ce 30, samedi 30, tu ne seras pas malheureusement disponible. Donc, tu t'es offert volontaire pour apporter certaine lumière, un point d'éclaircissement pour ceux qui ont des questions sur la façon d'immigrer au Canada comme visiteurs, touristes ou autres. Je vais essayer de poser des questions, mais quand même, je sais que demain, lors de la rencontre, tu ne seras pas disponible. Donc, c'est une rencontre qui se passe à la veille, dans la soirée d'avance de la grande rencontre d'information. Étant donné que moi, je ne suis pas représentant en immigration, donc je ne vais pas représenter ni parler d'immigration. C'est illégal au Canada de le faire. C'est pourquoi, au nom de ces formateurs, toute l'équipe en général, nous sommes reconnaissants d'être là, de nous donner du temps pour répondre à nos questions. En fait, la première question, c'est quelqu'un qui est à l'étranger actuellement, dans quel que soit le Oui. pays de manière générale, en Afrique surtout, nous avons beaucoup d'étudiants qui sont là dans cette séance d'information, qui sont des étudiants à distance de ces formateurs. Leur objectif, c'est de se qualifier pour pouvoir immigrer au Canada. Donc, quels seraient les programmes dont toi, en tant que consultant en immigration et ton équipe pourraient ou bien aller, je dirais, les orienter, ces étudiants-là d'abord? Quel type de Mais programme existe? en fait, en ce qui a trait aux étudiants et l'étude que vous allez faire, on va toujours aller aux 1800 heures. Et 1700 est trop petit, 1799 est trop petit. Donc, on va aller aux 1800 heures. C'est ce que je veux dire par là, c'est que à partir de cette étude-là que vous aviez un diplôme qui confirme que vous aviez fait des études de 1800 heures et vous avez une première possibilité au niveau du Québec, donc qui est le programme PEC, qui va vous permettre d'appliquer pour pouvoir immigrer et de manière permanente. Lorsque je dis immigrer de manière permanente, c'est que le Québec, c'est une porte. Et la porte, c'est d'appliquer au niveau d'ARIMA pour obtenir ce qu'on appelle le CSQ. Le CSQ, vous avez ça en poche, vous pouvez à ce moment-là appliquer au niveau fédéral. Donc, le fédéral va confirmer avec vous les informations que vous aviez données au niveau provincial et vous allez passer ce qu'on appelle la sécurité et aussi le médical, comme on l'appelle habituellement. Une fois que ces tests-là sont convaincants, vous pouvez obtenir ce qu'on appelle la résidence permanente au niveau du Québec. En gros, pour un étudiant qui, qui vient
ici, c'est la première porte à passer si vous avez l'intention de venir au Québec. Et certainement au niveau de l'Ontario, c'est une possibilité aussi parce qu'il y a certainement des programmes spéciaux pour les francophones. Et je ne veux pas enlever cette option-là pour les anglophones, et certainement, il y en a, mais au niveau francophone, les autres provinces, et je vais me concentrer beaucoup plus au niveau de l'Ontario, ouvrent des portes, ou du moins facilitent beaucoup plus la reconnaissance des études, et aussi et diminue la bureaucratie au niveau du fédéral pour permettre aux francophones de pouvoir intégrer. Donc, si on va plus loin, et c'est tout une discussion qu'on va avoir, ou du moins pour apporter plus de détails, mais sachez que au niveau des autres provinces anglophones, les francophones sont bienvenus. Superbe. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont de l'argent, qui ont la capacité de se faire qualifier pour venir étudier dans le programme PEC, PEC. Donc, il leur faut prendre une formation de longue durée, c'est-à-dire 1800 heures pour un diplôme. Oui, Donc, c'est là qu'ils vont soit devenir, pas aide-soignants, mais surtout infirmiers, infirmières. Donc, par contre, nous oui, avons nous autres ceux qui sont qualifiés déjà dans leur pays. Des personnes oui, qui se trouvent soit en Haïti, en Afrique, au Maroc, ou partout, dans le monde oui. francophone, qui sont déjà des infirmières ou infirmiers, des médecins, ceux qui ont déjà un diplôme. Quel type, s'il y a d'autres programmes, on peut les orienter. Ceux qui veulent venir soit comme travailleurs, comme visiteurs pour une formation de mise à niveau, s'il- voilà, donc, est-ce qu'il y a d'autres programmes pour ces gens, pour ces gens-là? On va prendre dans le cadre où votre diplôme d'infirmier ou votre diplôme d'infirmière n'est pas demande certaines mises à jour au niveau du Québec. Certainement, Québec a une particularité, même si vous êtes infirmier dans votre pays. Cependant, ils obligent certains cours additionnels. Euh, on va prendre le cadre de préposé aux bénéficiaires, qui est un programme qu'on appelle un programme pilote que le Québec a mis sur pied. À partir du 23 novembre de cette année jusqu'au 31 décembre de l'année prochaine, le Québec est prêt à recevoir pratiquement 600 personnes de tout pays. Admettons aussi, et au niveau de l'intelligence artificielle, il y a aussi ce programme pilote qui existe, qui permet aussi à la personne d'appliquer pour pouvoir venir ici et au Canada pour et devenir un travailleur, ou même aussi passer dans ce qu'on appelle vers la résidence permanente. Et on laisse cette partie-là, et vous m'avez parlé de quelqu'un qui n'a pas d'argent, ou du moins c'est quelqu'un qui veut venir et qui est déjà qualifié, qui a certainement un diplôme et qui a l'idée ou l'intention de venir comme visiteur. Cette personne-là, en obtenant son visa, ou ce qu'on appelle sa résidence temporaire, et à travers un visa et visiteur, une fois au pays, au niveau fédéral, il y a toujours cette option-là de faire une demande de permis de travail fermé. Ce qui est important à ce niveau-là, c'est que cette personne-là, depuis son pays, peut commencer à faire des démarches au niveau des employeurs pour obtenir l'approbation, soit ce qu'on appelle une offre d'emploi ou un contrat d'embauche. Si dans votre pays, vous avez déjà obtenu ce qu'on appelle le contrat d'embauche, ben, assurément, l'employeur peut faire les démarches à son niveau. Vous n'êtes pas obligé de payer. Il faut qu'on mette ça bien dans la tête. Et c'est-à-dire, il y a des démarches, c'est l'employeur qui doit les payer, c'est-à-dire le EIMT. Mhm. Vous, ce dont vous aurez à payer, c'est une fois que le IMT est,
et justement et accepté au niveau du Québec, si on est toujours au Québec, ou au niveau fédéral, à ce moment-là, vous aurez à payer ce qu'on appelle la demande de permis d'études. En gros, c'est ce dont vous aurez, Permis de travail ou permis d'études? désolé, la demande du permis de travail fermé. En gros, c'est le maximum de paiement que vous aurez à faire. Nous avons dit quelqu'un qui est à l'extérieur, admettons que cette personne-là a un visa et que vous êtes là, vous savez que vous avez pratiquement 6 mois dans le pays pour garder votre statut. Vous êtes ici et dans le pays, vous êtes sur le terrain, et, vous avez ce qu'on appelle de l'expérience. Vous avez ce qu'on appelle la capacité de vous adapter facilement au marché. Vous pouvez, de votre propre chef, faire des démarches au niveau des employeurs pour obtenir un emploi. Donc, vous pouvez faire les démarches comme si vous étiez un résident permanent ou un citoyen canadien, parce que le fédéral permet cette option-là d'obtenir sur place ce qu'on appelle un contrat d'embauche ou une offre d'emploi pour pouvoir faire une demande de permis de travail fermé. Pour l'instant, je le dis parce que le permis de travail fermé est un petit peu décrié de nos jours, mais Est-ce que tu peux nous dire, selon les est-ce que règles, tu peux nous dire plus du permis de travail fermé? Quel type de permis oui. de travail? S'il y a fermé, est-ce qu'il y a ouvert? Donc, qu'est-ce qui s'est Oui, oui, passé? justement, c'est une très bonne question. Je vais essayer de démêler ça. Permis de travail fermé, c'est dans le cadre où vous obtenez un emploi et que on parle de permis de travail fermé. Cet emploi-là, admettons que vous êtes chef, vous travaillez dans la cuisine et qu'il y a un restaurant qui décide de vous embaucher. Vous obtenez ce qu'on appelle le permis de travail fermé. Ce permis de travail fermé-là vous oblige à travailler seulement avec ce restaurant-là qui a décidé de vous embaucher. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas obtenir un autre emploi ailleurs. Et même si le restaurant décide de mettre fin à à votre embauche, vous ne pouvez pas aller travailler ailleurs sans obtenir un autre permis de travail. Ok. Il y a certainement des possibilités d'obtenir un travail fermé après le licenciement. Mais ça, c'est un autre débat et parce que la possibilité que vous avez, c'est que si toutefois il y a eu manquement au contrat que vous aviez signé, si toutefois il y a eu abus, vous pouvez certainement faire une demande de permis de travail ouvert après avoir été licencié. Maintenant, on verse dans le permis de ce qu'on appelle le permis de travail ouvert. Le permis de travail ouvert, c'est un boulevard. Vous n'avez pas de limite. Vous pouvez travailler n'importe où et avec vos qualifications actuelles ou en obtenant d'autres qualifications. Il suffit que l'employeur décide de vous embaucher, vous travaillez. Donc, même si vous étiez médecin, vous voulez aller travailler comme et dans un hôtel, si je peux le dire, vous pouvez. Donc, il n'y a pas vraiment de limite au niveau de l'emploi que vous voulez chercher ou autre chose. Donc, en gros, c'est la différence qu'on peut faire entre permis de travail ouvert et permis de travail fermé. Dans ce cas, on n'a plus d'avantage à aller chercher un permis ouvert. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Pourquoi chercher, trouver un travail fermé? Est-ce que c'est en fonction de l'entreprise qui vous embauche qui demande un permis fermé pour un nombre d'années, la durée C'est toujours maximum? en fonction du règlement. C'est justement une bonne question. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Oui et non. Oui, c'est ouvert à tout le monde et dans la mesure où il y a certains règlements qui vous permettent d'obtenir un permis de travail ouvert. Et je vais prendre par exemple, vous êtes étudiant ici, vous avez obtenu votre permis de travail, votre permis d'études, vous êtes en train d'étudier, mais vous avez de la famille qui reste dans votre pays et vous aimeriez que cette personne-là, votre épouse ou votre époux, vos enfants viennent vivre avec vous pendant que vous étudiez pour vous permettre de concentrer. À ce niveau-là, votre époux ou votre épouse qui est à l'extérieur peut faire une demande de permis de travail ouvert par le fait que vous, qui êtes étudiant ou étudiante, vous avez, vous avez un permis de travail, un permis d'études ici au Canada. Donc ça,
ça fait partie du règlement qui permet à quelqu'un d'obtenir un permis de travail ouvert. OK. Vous voyez? Et puis les autres options qui existent aussi, c'est comme je l'ai dit tantôt, vous aviez eu un permis de travail ou fermé et que vous avez été licencié de manière abusive. Le contrat que vous aviez signé avec l'employeur n'a pas été respecté. Mhm. Certainement, vous pouvez faire une demande de permis de travail ouvert. Donc Et là, puis les autres, on n'aura pas oui. désolé, on n'aura pas à approuver une offre d'emploi pour aller faire cette demande. Non, c'est ça la différence. Vous n'êtes pas obligé de confirmer avoir été embauché pour obtenir cela. Et il y a d'autres personnes qui peuvent obtenir aussi un permis de travail ouvert. On peut dire un demandeur d'asile. Donc, vous êtes ici dans le pays, vous avez droit à un permis de travail ouvert et d'autres critères aussi qui permettent à certaines personnes d'obtenir un permis de travail ouvert. Admettons que vous êtes étudiant, vous aviez terminé vos études. À Mhm. ce moment-là, vous pouvez obtenir un permis de travail ouvert après avoir terminé vos études. Et ce permis de travail ouvert-là, vous allez l'obtenir en fonction du nombre d'années d'études que vous aviez eu jusqu'à une période de 3 ans. OK. Donc, en gros, ce sont les critères qui permettent à quelqu'un d'obtenir un permis de travail ouvert. Dans ce cas, je pense que les étudiants qui sont à l'étranger, qui sont Oui. qualifiés, un diplôme, etc., seront plus qualifiés pour un permis de travail fermé, puisque il faut qu'ils trouvent une lettre, une offre d'emploi, un entrepreneur. Est-ce que l'entrepreneur doit être qualifié ou tout type d'entrepreneur peut faire une demande de IMT pour avoir un employé pour un contrat de travail fermé? Je dois dire tout type, n'importe quel entrepreneur peut l'avoir. L'un des critères minimaux à respecter, c'est de pouvoir confirmer que vous êtes entrepreneur et que votre entreprise est en opération depuis au moins 12 mois. Au moins 12 mois, OK. Quand je dis tout type d'entrepreneur, il y a certainement des exceptions. Donc, si vous offrez des paris sportifs, vous n'êtes pas qualifié. Si vous offrez des danses sexuels, des OK. services sexuels. Vous n'êtes pas qualifié. Mais tout autre type d'entrepreneur, et vous êtes dans la restauration, vous êtes dans le bâtiment, vous êtes dans la construction, vous êtes dans ce qu'on appelle le médical. Vous êtes dans n'importe quel type de domaine dans la mesure où vous pouvez prouver que vous êtes un entrepreneur canadien et que vous payez vos taxes, vous pouvez faire une demande si vous avez besoin d'employeurs en réalité. Donc, il n'y a pas une limite de combien vous gagnez, combien vous pouvez payer, nombre d'argent que vous avez en banque, etc. Il n'y a pas ça. Même si vous êtes une Justement, petite donc entreprise. c'est une très bonne question. Donc, et pour l'instant, le Québec avait donné la possibilité d'embaucher et suivant la main-d'œuvre, 30% de votre main-d'œuvre. Et certainement, vous devriez, quand je dis n'importe quel type d'entrepreneur, il y a des démarches. Quand j'ai parlé tantôt de EIMT. Donc, le EIMT, c'est justement Et une quoi, sorte de c'est document que vous études, devriez, impact, marché, travail, c'est ça. oui, Je oui, me rappelle bien. étude d'impact sur le marché du travail. Justement, donc le EIMT, c'est justement ça, le, le, le document que l'entrepreneur va devoir aller chercher, que vous soyez au niveau provincial au Québec, par exemple, ou vous soyez au niveau fédéral, donc en Ontario, et par exemple, vous êtes censé aller chercher ce petit précieux document-là en tant qu'entrepreneur. Et ce document-là, c'est ça qui va confirmer que vous avez les reins solides pour pouvoir payer l'employé que vous allez chercher et que vous avez assez d'argent pour non seulement être capable d'héberger cette personne-là, ou du moins l'aider à s'héberger, et aussi le payer au moins le salaire minimum qui est payé au Québec, ou du moins en fonction des salaires qui sont payés pour ce type d'embauche-là que vous faites. Vous voyez, donc c'est très réglementé à ce niveau-là. C'est ça. Beaucoup d'employeurs ont peur de cette question d'hébergement. C'est pourquoi beaucoup ont des réticences à faire venir du monde parce que c'est l'obligation de les héberger.
souvent les gens, ils ont du monde ici, et puis le travail se trouve loin, donc c'est ça. Parce que l'année dernière, j'avais lancé un programme comme ça, mais un petit peu, bon, c'est une parenthèse, donc c'était Oui, difficile pour cette affaire d'hébergement. Bref. Donc, maintenant, et toi, par exemple, toi, parce qu'on s'habitue, on se tutoie avec. Donc, oui, est-ce que tu t'occupes aussi pour les entrepreneurs de trouver des EIMT? Par exemple, si quelqu'un arrive, par exemple, j'ai eu une des étudiants qui avait passé un stage oui, ici. L'entrepreneur lui a proposé une lettre d'embauche, mais ne connaît pas, oui, alors, la résidence entreprise lui a proposé oui, de l'embaucher, mais oui, la propriétaire d'entreprise ne connaît pas les démarches. Donc, je lui ai dit, je oui, vais m'informer si mon collègue, mon ami s'occupe aussi des entreprises, de oui, demander des EIMT, etc. Est-ce que toi, oui. Nous le faisons également. Et puis, tout récemment, à partir du 6 décembre qui vient de se passer, le Québec a ouvert et a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire, avec l'aide du fédéral, je dois le dire, on peut faire ce qu'on appelle des EIMT dénommés et dénominales. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous décidez d'embaucher, vous avez l'intention d'embaucher des gens. Vous faites, je vais recommencer pour être plus précis. C'est que avant, pour faire un EIMT, le IMT, vous devriez démontrer le nom de la personne, démontrer sa capacité et le type de personne le type d'employé que vous cherchez. Et une fois que vous avez mis toutes ces informations-là, on va faire l'étude de votre demande de IMT. Ensuite, on va voir si on peut, oui ou non, approuver ce IMT-là. Ce que j'ai dit tantôt d'extraordinaire, qui a commencé le 6 décembre, c'est que maintenant, on donne le pouvoir à l'employeur d'aller faire des EIMT sans mettre de nom là-dedans. Ah oui, Donc, c'est-à-dire, vous avez besoin de trois employeurs, de trois employés. Vous ne savez pas où les trouver ou comment les trouver. Vous décidez de faire une demande de la trois préqualification. EIMT. Exactement. Vous avez 12 mois pour aller chercher ces employés-là. Donc, la validité va se terminer pratiquement 60 jours avant et la fin de l'EIMT. Pourquoi? Parce que si toutefois vous avez trouvé un employé 60 jours avant la fin de ce EIMT-là, il va falloir que vous donnez au moins à Service Canada 30 jours pour pouvoir étudier le IMT. C'est pour cette raison que je dis la validité s'arrête 60 jours avant la fin. En gros, c'est que vous avez ce pouvoir-là de vous faire des EIMT, vous les mettez en place, vous cherchez les employés. Une fois que vous les trouvez, vous mettez leur nom, leur qualification, et puis ça passe et comme vous le souhaitez, parce que vous avez déjà votre IMT pour obtenir ensuite le permis de travail de cet employé-là, ce Mhm. serait plus facile qu'avant. Donc, en réalité, c'est excellent comme méthode et puis tout peut se faire maintenant avec le Québec en ligne. Donc, Super. ce qui nous permet justement de gagner plus de temps. Je pense que je devrais faire vraiment des divulgations en ce sens pour que les employés d'ici connaissent les critères, les programmes qui existent pour les aider parce qu'il y en a qui ferment leurs portes par manque de personnel. Maintenant, on parle comment Exactement. les employés, alors les employeurs, les entreprises peuvent se qualifier pour l'IMT. Et quand il s'agit des employés eux-mêmes qui sont à l'étranger, qui sont à l'extérieur du Canada ou du Québec, comment ils peuvent se qualifier pour bénéficier d'une lettre d'embauche, à part le diplôme, une petite expérience dans leur pays. Prenons par exemple le domaine de la santé, quelqu'un qui veut venir travailler comme préposé aux bénéficiaires, sachant que même si Oui, elles sont infirmières ou infirmiers, si ce sont les hommes, ou médecins, ils doivent commencer par au bas de l'échelle, travailler comme préposé. oui. Quelqu'un qui a la formation, qui a le, maintenant, est-ce qu'il y a d'autres critères à part la formation et l'expérience dans le domaine pour avoir la lettre, pour réussir à obtenir le permis de travail temporaire, même fermé? En Alors, qu'est-ce qui réalité, vous permet ça? quand on parle justement d'obtenir un permis de travail, certainement, ce qui est le maximum, c'est vos expériences et certainement et vos diplômes.
il faut que ce soit réel, il faut que ce soit vrai. Cependant, ce que j'aimerais ajouter comme plus, si toutefois vous avez l'intention de venir au Québec, ce serait mieux de faire l'évaluation pour le Québec, comparatif. Mhm. l'évaluation comparative de vos études au Québec. Ça va vous donner un petit quelque chose de plus, étant donné que on va pouvoir comparer vos études de l'extérieur à celles qui sont faites au Québec. Donc, c'est le plus que vous devriez avoir. Mais là, comme et je l'ai mentionné avant, c'est que on ne parle pas d'argent parce que vous êtes quelqu'un qui est embauché, qui va être embauché. Quand je dis on ne parle pas d'argent, c'est que vous n'avez pas l'obligation de De payer pour les débourser de démarches. l'argent Mhm. exactement pour faire la démarche parce que une fois que l'employeur décide de vous embaucher, c'est l'employeur qui va faire pratiquement toutes les démarches. OK. Payer les frais de IMT, de Les frais consultant, de etc. IMT, surtout les frais de IMT, c'est illégal que vous payez les frais de IMT qui ont été 1000 $ et à un certain moment. Ça se peut que ce soit augmenté et pas pour l'année prochaine, mais pour l'instant, je sais toujours c'est 1000 $ Sans donc compter par les frais de personne. consultant. Sans compter les frais de consultant. Exactement. Sans compter les frais de l'entreprise à payer ou les autres frais de démarche que l'entreprise doit certainement débourser pour pouvoir vous embaucher. Ben, En OK. réalité, c'est ce dont que vous aviez besoin, diplôme, expérience et que ce soit vrai. C'est justement ça parce que on peut aller très, très loin dans la démarche et quand il arrive au moment de faire l'évaluation comparative et de vos études et qu'on voit ce que vous aviez déclaré est différent de ce qui est ressorti, vous allez perdre tout ce temps-là et toute cette énergie-là. Pour être plus Donc, clair, quelqu'un qui oui, oui, a, qui a une offre d'emploi, par exemple, comme secrétaire, et on voit que la personne n'a pas fait d'études de secrétariat, par exemple, c'est ça que. en effet. OK. Oui, Mais c'est ce dont quelqu'un, je veux parler. Donc, OK. c'est ça. On voit pas qu'il y a pas, C'est- on t'embauche pour un travail que tu ne peux pas faire vraiment. Que tu ne peux pas faire justement. C'est pour cette raison que j'ai parlé. Le petit plus, c'est de pouvoir faire l'étude comparative de vos études. Et si c'est au Québec que vous avez l'intention de venir, donc c'est mieux de faire l'étude comparative. Si justement vous le faites aussi à l'extérieur du Québec, en Ontario, c'est toujours mieux de faire l'étude comparative de vos études pour certifier que si vous avez un master, vous avez un master. Si OK. vous avez un DEC, vous avez un DEC. Si vous avez un doctorat, vous avez un doctorat. Donc, OK. en gros, c'est ce que j'aurais ajouté comme plus à Ça, c'est, faire. même si c'est pour une demande de travail, de permis de travail temporaire, même si c'est un Oui, en oui, oui, oui. cours, il faut quand même faire. Il Oui, faut oui. Donc, commencer même par. si vous, Est-ce qu'il vous faut a, aussi en faire effet. les langues, les tests de langue, etc., le niveau de langue? Au niveau de l'embauche, c'est pas vraiment une obligation. Donc, parce que l'embauche et ce qu'on essaie de trouver, c'est vos qualifications. Mais si vous avez, par exemple, moi, en tant que professionnel, ce que je fais toujours, j'essaie de mettre plus, de donner plus. Donc, je vous donne mon petit secret, c'est que j'essaie de donner plus que ce qu'on demande, pourvu que cela puisse motiver l'agent qui est en train d'étudier le dossier pour certainement confirmer que oui, je suis secrétaire, j'ai fait du secrétariat, oui, j'ai déjà travaillé. En plus de cela, j'ai passé le test de langue. Voici ce que j'ai obtenu comme test de langue. Donc, ce sont des petits plus que vous pouvez vous permettre de faire si vous voulez que ça fonctionne. OK. Donc là, on a vraiment dépluché l'aspect offre d'emploi. Je ne sais pas si Oui, les étudiants auraient d'autres questions, mais oui, je pense qu'on voit et comment ils peuvent se qualifier avec, il faut qu'ils aient au moins combien d'exemples dans le domaine d'être soignant, qu'on cible surtout. oui. Est-ce que tu as une idée de nombre d'années ou nombre de mois exigés comme expérience après C'est les toujours études? 12 mois. Le minimum, c'est toujours 12 mois. Autant que vous avez plus, tant mieux. Mhm. Et on veut toujours tester votre capacité à vous adapter dans l'environnement dans lequel que vous allez vivre. Mais
Si vous dites que vous avez été eh, infirmière, c'est mieux d'apporter la preuve que vous avez travaillé en tant qu'infirmière. Certainement, le diplôme, c'est bon, mais aussi dans votre CV, vous le mettiez. Mais si vous aviez au moins le certificat ou bien la lettre qui confirme que vous avez travaillé dans un hôpital de votre pays ou dans une clinique Mhm. de votre pays, c'est encore mieux. Donc, en gros, c'est OK. toujours ce qui a rapport avec vous-même qu'il faut chercher. Donc, des choses qui peuvent soutenir. Parce qu'en droit, ce qu'on essaie toujours de faire, c'est d'apporter des preuves. Le dire, c'est mieux. Donc, on peut toujours dire tout ce qui est beau de soi. Cependant, apporter la preuve, c'est ça qu'on cherche, les papiers. Et les papiers doivent être authentiques. Et s'il le faut, il faut les faire authentifier également. Par un notaire. Ouais. Par un notaire Par un notaire, à donc et l'étranger. certainement par un notaire, c'est mieux de votre pays, mais au fédéral et au provincial, on attend toujours à ce que ce soit notarié par un notaire pour certains pays. Et aussi d'autres pays, on attend que ce soit fait au niveau de ce qu'on appelle du gouvernement, parce que chaque pays a leur façon d'authentifier leurs documents. Exactement. Donc, c'est pourquoi nous autres, pour accepter nos étudiants, on exige vraiment qu'ils aient un diplôme dans leur pays. C'est vrai que la formation qu'on offre à ces formateurs sont des formations non homologuées, puisque ce sont des formations à distance. Mais quand ils viennent ici, ils peuvent faire la reconnaissance des acquis de compétences pour En avoir le effet, diplôme d'État. Par contre, c'est un diplôme qui doit être jumelé avec leur diplôme dans leur pays. Nous autres, en nous effet. apportons le contenu du Québec, mais nous voulons que arriver ici, ils soient opérationnels, c'est-à-dire ils n'ont pas besoin d'aller prendre une formation de mise à jour, nous leur donnons la formation de mise à jour, mais ils sont obligés d'avoir un diplôme qui puisse jumeler, bien reconnu dans leur pays. D'où l'importance de faire, comme vous dites, comme tu dis, à authentifier leur diplôme. Pour authentifier ce En diplôme, effet. le diplôme doit être, et les examens devaient être déjà passés dans leur pays. L'école doit être reconnue dans leur pays. Maintenant, pour la question de cours, j'avais une question sur quels sont les coûts pour chaque programme. Mais je comprends si c'est une offre d'emploi que les gens qui reçoivent à distance, il y a pas beaucoup d'argent. Mais pour le voyage, le billet d'avion, les frais de permis, de visa et les premières semaines de logement, est-ce qu'ils ne devraient pas démontrer un certain montant d'argent dans leur compte? Et au niveau du Travail, permis de travail, oui. certainement, il faut, c'est pas vraiment ouais, pour démontrer que vous avez de quoi, c'est pas, je vais répéter. Donc, c'est pas beaucoup plus comme on fait si toutefois on allait venir pour nous établir comme étant un travailleur qualifié au niveau de la résidence permanente. Cependant, vous avez l'intention de laisser votre pays. Vous allez devoir vous établir dans un autre pays. Il faut certainement démontrer une certaine capacité quand vous rentrez dans le pays parce que au moins, même si vous commencez à travailler le lendemain, vous allez être payé 2 semaines après. Certaines fois, c'est quatrième semaine parce qu'il Quatrième y a semaine, certaines oui, entreprises qui gardent au moins 2 semaines. c'est Donc, ça. il faut être capable de pouvoir et, et démontrer que vous pouvez au moins survivre pendant ces 30 jours le minimum. Donc, Mhm. c'est-à-dire être capable de vous trouver un logement, être capable de pouvoir vous nourrir, être capable de pouvoir vous déplacer, être capable aussi de pouvoir vous vêtir. Donc, je comprends, Changer de et vêtements, surtout là. on est au Québec, on est au Canada, et actuellement, Mhm. là, il fait -1 degré ou moins quelque chose dans d'autres régions du pays. Mhm. Mhm. Certainement, il faut être capable de démontrer cela. Par exemple, et pour une personne seule, et avant, on pouvait démontrer quelque chose comme
et 12 000 dollars ou autre chose. Mais c'est avec l'inflation présentement, donc et si vous pouvez démontrer au moins quelque chose et qu'on est aux alentours de 15 000 dollars. Et Là, on parle de qui? D'étudiants. donc, si on On parle parle de quelqu'un d'étudiants, qui a on un est dans les salaire. 20 000 dollars maintenant. Oui, Si on ça parle c'est sans compter d'étudiants, la on est dans formation, les 20 000 dollars sans maintenant. compter les coûts de la formation. Ça Oui, c'est oui, tout oui. Donc, c'est ça. ajouté. On parlait tantôt de quelqu'un qui a obtenu une offre d'emploi. Malgré l'offre d'emploi, je pensais que c'était dans les 5 000, 3 000, 5 Oui, 000. oui. Mais maintenant, là, il faut l'arrondir au moins à quelque chose comme 10 000. Wow! Parce que, admettons qu'on est à Montréal. Mhm. On est à Montréal et trouver un logement et qui est aux alentours de 1 500 et tout dépend du quartier que vous allez Appartement par résider par mois. mois. Mm. Et puis et pouvoir meubler ce Meublé. logement-là pendant quelque temps, tout et tout. Donc, Mhm. et on parlait certainement avant de 5 000 dollars, mais j'essaie toujours d'aller un petit peu plus Oui. loin pour arrondir à 10 000. Donc, quand on dit que Mais pour un l'employeur, étudiant, excuse-moi parce que là, j'ai un petit tout, quand oui, on dit que oui, l'employeur doit démontrer sa capacité à loger la personne, c'est pas l'employeur qui va oui, supporter les coûts. Pourquoi que la personne doit non. trouver? Ah, là, La j'étais personne, et confuse. donc l'employeur certainement peut faire la démarche pour vous trouver un logement. Et les atouts, pour Mais l'aider à tout. Parce que ici, pour louer un appartement, même si on a exactement. beaucoup d'argent, il faut avoir de la référence, il faut avoir Et un référence, crédit, justement, etc. exactement. Donc, l'employeur doit pouvoir aider à orienter la Trouver un personne. logement. OK. Mais il Mais reste c'est aussi que c'est l'intégration. vous qui allez devoir payer ce logement, c'est pas l'employeur. Là, il y avait un malentendu. Moi, je pensais que c'était l'employeur qui devait tout fournir. Ouais. Mais admettons que, donc là, ce serait un peu inéquitable C'est si ça. c'est l'employeur qui devait tout fournir. Moi, qui suis Canadien, l'employeur ne me paye pas et ma maison. Vous voyez? Donc, Mhm. en gros, il se peut certainement qu'il peut y avoir un deal entre vous et l'employeur que je vous paie tant et puis l'autre, je le garde pour pouvoir payer le logement tout et tout. Mhm. Donc, ça se peut qu'il y ait un deal dans ce cas-là. Cependant, la majorité des cas, c'est vous qui allez payer vos logements. Mhm. Vous voyez? Donc, Donc, c'est c'est ça. pourquoi je vois qu'il y a un dossier qui a été refusé parce que la personne n'avait pas assez d'argent sur son compte, je pense. Et surtout, la Oui, personne oui, voulait c'est venir ça. avec son enfant, la personne a reçu la lettre, donc vous avez reçu le IMT, mais on a donné un refus. Je pense que c'est un problème d'argent qui n'avait pas suffisamment sur le compte. C'est Ouais. maintenant que je Je- comprends. je- Étant donné que vous avez soulevé ça, je vais donner un petit conseil à ce niveau-là. Mhm. Et c'est toujours mieux, dans une certaine mesure, de faire la première démarche vous tout seul. Et c'est-à-dire, vous pouvez certainement vous permettre de laisser madame et les enfants pendant 6 mois à la maison, pendant que vous Mhm. gagnez quelque chose. Et puis après, vous pouvez les faire venir par la suite. Parce que Ouais. madame va, comme j'ai dit au début, peut obtenir ce qu'on appelle un permis de travail ouvert et les enfants peuvent aussi obtenir Mhm. un permis d'études pour pouvoir venir au Canada. Étant donné que vous êtes déjà établi et que Mhm. vous aviez un emploi pour démontrer que vous pouvez les aider à ce niveau-là. Donc, c'est vice-versa. Madame aussi, vous pouvez laisser Marie et avec les enfants, s'il y a des enfants. Et puis après, vous faites la démarche pour que madame puisse venir ou monsieur puisse venir avec un permis de travail ouvert Mhm. et juste pour éviter certaines complications. Mais si vous avez de quoi pour démontrer que vous pouvez prendre soin de ces membres de famille-là, pourquoi pas? Vous pouvez certainement faire la démarche. Parce que dans ce que vous m'aviez dit, je présume, et je n'ai pas vu le dossier, je présume que Mhm. cette personne-là a voulu venir avec les membres de sa famille et que pour une certaine mesure, pour une certaine raison, la personne ne peut pas démontrer qu'elle peut Ouais, prendre soin ouais, c'est de bien ces ça. membres de famille-là pendant un Mhm. certain temps, parce que c'est important de pouvoir Même si on démontrer a ça. du travail, il faut quand même démontrer qu'on... Oui, justement, parce que l'argent ne va pas venir à flot d'un coup et il y a certaines réalités au Canada que vous n'aviez pas et dans votre pays. Mhm. Donc, il faut anticiper.
C'est pour OK. cette raison que je dis, même si on dit 5 000 $, je répète encore, j'aime toujours aller avec plus. Si on peut démontrer 10 000 $, tant mieux. On peut démontrer qu'on a 5 000 $ à flot qui peuvent être débloqués immédiatement, mais on Mm, peut démontrer dans notre compte bancaire et épargne, on a un 4 000. On peut aller chercher au cas où euh, il y a un pépin, où il y mhm, a un imprévu. mhm. Donc, en réalité, c'est ce que je recommande. OK. Je sais que je t'avais demandé 30 minutes, mais la question de permis de travail permanent n'a pas été abordée. Je ne sais pas si tu as du temps pour répondre à cette question. Comment Le se qualifier? travail, J'ai parlé de comment se qualifier pour un permis de travail, oui, un permis de travail temporaire, mais oui, permis de travail permanent, c'est-à-dire résidence permanente, oui, et un visa visiteur. Est-ce que, en oui, quelques mots, tu peux nous dire oui, rapidement pour ceux qui ne pourraient pas, qui ne voudraient pas avoir un permis de travail fermé, parce que une oui, offre de travail fermée, la personne n'aime pas le travail, etc., la personne ne peut pas laisser le travail. Est-ce que la personne peut se qualifier rapidement pour, enfin, quand je dis rapidement, aurait préféré se qualifier pour un travail ouvert par le biais de la résidence permanente? Donc, oui. quels sont les critères de qualification et comment toi, tu peux les aider à atteindre cet objectif? Les démarches au niveau de ce qu'on appelle travailleurs qualifiés et pour le programme travailleurs qualifiés au Québec, et c'est un peu différent de ce dont on a parlé tantôt. Certainement, les critères ils restent les mêmes. Il faut démontrer que vous aviez étudié. Il faut démontrer que vous aviez de l'expérience, minimum 12 mois, comme on en a parlé tantôt. Il faut certainement démontrer que vous avez la capacité, certainement, de pouvoir prendre soin de vous-même et des membres de votre famille pour une période pratiquement de 3 mois, en attendant que vous trouviez de l'emploi. Et au niveau de ce qu'on appelle le travail, un permis de travail permanent, on n'a pas vraiment besoin, si toutefois on va venir comme étant et travailleur qualifié, parce que vous allez être ce qu'on appelle résident permanent. Toutefois, ce qu'on veut et justement, ce que je veux justement prendre en considération dans la question dont vous m'avez posée, c'est que pour faciliter cette démarche-là, c'est bien d'avoir ce qu'on appelle une offre d'emploi validée. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que pendant que vous faites les démarches pour venir au Canada en tant que résident permanent, en tant que travailleur qualifié permanent, vous pouvez aussi faire les démarches auprès des employeurs qui regardent votre profil, qui disent, voilà, cette personne-là a la compétence dont on recherche dans notre entreprise. Moi, je vais vous soutenir dans votre démarche pour que, une fois que vous rentrez au Canada, je m'engage à ce que je vous engage. Permettez-moi le pléonasme. Oui. Mhm. Donc, en gros, c'est une sorte de lettre d'embauche conditionnelle que l'employeur vous donne, qui dit que et cette personne-là correspond au profil des employés que nous recherchons. Nous sommes prêts à engager cette personne-là une fois que cette personne obtient la confirmation de sa résidence permanente et qu'une fois que cette personne-là rentre dans le pays, on va pouvoir l'engager. C'est énorme en matière de pointage parce on n'a pas abordé cet aspect-là. Et Mhm. juste pour faire un petit résumé, pour être qualifié en tant que travailleur qualifié au Québec, ça vient avec des pointages. Donc, vous allez avoir des points au niveau de vos expériences. J'avais dit tantôt 12 mois, c'est le minimum de points que vous allez avoir. Mais si vous avez 5, vous allez avoir le maximum. Au niveau du langage, donc la langue dont vous parlez, le français, par exemple, pour le Québec, si vous parlez un peu d'anglais aussi, Donne des ça peut points. vous bonifier les points et vos études. Plus haut que sont les études, plus, plus haut sont les points. Toutefois, en matière de ce qu'on appelle la profession, il y a certainement des professions qui offrent plus de points. Pourquoi? Parce qu'il y a des professions actuellement qui sont à la recherche.
au Québec. Et par exemple, nous avons parlé au niveau de la santé. Il y a une pénurie en santé. Au niveau de l'éducation, les professeurs de la petite enfance jusqu'à secondaire, il y a une pénurie. Certainement, on en a besoin. Et quoi d'autre? Au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau de l'informatique, on en a besoin. Donc, ces professions-là donnent plus de points. Donc, cette parenthèse-là terminée, et on parle du point que donne cette offre d'emploi validée-là. Et admettons que vous, à cause de l'âge, vous perdez des points. Et je dois le dire parce que plus vous êtes jeune, plus vous avez plus de points. Mais admettons que vous êtes arrivé dans les quarantaines. Les points sont vraiment nuls. Mhm. Mais si vous obtenez cette offre d'emploi validée-là, ça vous passe ça vous donne un bon qui vous permet d'être accepté au premier tirage qui va s'effectuer, soit au niveau provincial ou au niveau fédéral. En gros, c'est ça ce dont vous parlez, l'offre d'emploi validée, qui est l'offre d'emploi permanente, une fois que vous obtenez votre résidence permanente. Donc, c'est pas une offre fermée, ni une offre temporaire, Non, il non, n'y a non, pas non, de durée, exactement. c'est une offre, OK. Mais C'est un boulevard. est-ce que c'est une obligation d'avoir cette offre? Quelqu'un qui n'a pas d'offre peut quand même, C'est pas une obligation. Ce que fait cette offre, c'est que ça vous donne, excusez-moi l'anglicisme, un booster. Donc, ça vous permet d'obtenir plus de points. Et admettons que, et on est en train de faire un tirage et que vous avez 300 points. Avec cette offre d'emploi validée, ça vous donne déjà 200 points qui vous met déjà tout près de la porte du tirage une fois que c'est sorti. C'est pas obligatoire, mais c'est intéressant, c'est important. Si vous pouvez aller le chercher. ça prouve votre employabilité. Ça Exactement, pour votre employabilité, parce que le but, justement, de ce qu'on appelle le programme de travailleurs qualifiés, c'est prouve de démontrer votre employabilité. Employabilité veut dire votre capacité à vous intégrer dans le système québécois. que ne pas être sur le compte du gouvernement après votre arrivée. Voilà, c'est ça qu'on veut éviter. Donc, je pense que les étudiants, ils auraient quand même posé la question, si on a une offre de travail fermée Oui. à durée limitée, est-ce qu'ils pourront être transformés en travailleurs permanents, demander la résidence permanente par la suite, ou bien si la personne était venue comme visiteur, a trouvé du travail, a un travail fermé, est-ce qu'après la personne pourra demander la résidence permanente? Ça va toujours en fonction de l'expérience que vous allez obtenir. Oui, pendant que vous êtes ici à travailler, vous êtes considéré comme quelqu'un qui prend de l'expérience sur le territoire québécois ou sur le territoire canadien. Hmm? Admettons que vous avez eu une offre d'emploi et une offre d'emploi au niveau comme étant un préposé aux bénéficiaires et que il y a certainement ce dont on a mentionné tantôt, le programme pilote pour les préposés aux bénéficiaires. Oui, vous pouvez vous prémunir de ce droit-là si vous respectez les critères d'expérience. Donc, ici au Québec, c'est 24 mois qu'on attend à ce que cette personne-là puisse avoir. Si vous avez un 24 permis de mois? travail fermé Mhm. de 24 mois qui a été, dans une certaine mesure, renouvelé, après 24 mois, vous pouvez vous prémunir de ce droit-là pour dire oui, respecte les critères, voici mes études, voici mes expériences au Québec, voici et tout, je vais appliquer pour ce programme pilote-là. En effet, vous pouvez. Donc, une fois la résidence permanente obtenue, on est libre de quitter cet emploi pour aller chercher mieux. Comme on veut, on peut toujours garder l'emploi, mais le patron ou du moins l'employeur ne va pas vous regarder de haut. Vous allez être son égal parce que Vous vous avez travaillez le parce que choix. vous voulez, mais pas parce que vous avez un épée de Damoclès sur la tête, OK, donc on est libre. OK, donc justement. est-ce que j'aurais d'autres questions? Par exemple, est-ce que vous êtes en mesure de répondre à quelles sont les chances pour quelqu'un qui
qui souhaite actuellement là, faire une demande d'obtenir un visa visiteur pour une formation de soit d'un mois ou de 3 mois ici, est-ce que vous êtes en mesure est-ce que tu es en mesure de nous dire combien ça coûte? Tu es en mesure de les aider, de les orienter certainement, mais combien ça leur coûte? Est-ce qu'il y a un prix spécial pour les étudiants, les référés du formatel, de ces formatels? Oui, il y a un 50%. En plus, gros Oui, 50%. oui, oui, oui. Donc, pour les effets de sous-forme, c'est formatel. Et en gros, les chances, et en tant que consultant d'immigration, je vais toujours dire, les chances sont 50-50. Pourquoi? C'est la façon dont vous allez présenter le dossier qui va vous donner un 10% de plus par rapport aux autres candidats. Parce que et, ce qu'on essaie de faire, c'est de plaire à l'agent qui va traiter notre dossier. Donc, ça, c'est ma formule gagnante. C'est que on fait en sorte que le dossier qu'on dépose, ça contient plus d'informations que ce que l'agent espérait et que l'agent n'aura pas d'autre choix que de dire oui. Parce que l'idée qu'on se fait toujours, on pense toujours que l'argent suffit pour pouvoir faire fonctionner le dossier. Donc, on cherche des dépôts bancaires ou augmenter le nombre d'argent qu'on a pour démontrer qu'on a la capacité. Non. Il y a toute une littérature qui vient avec la demande que vous êtes en train de faire. Et donc, c'est arriver à comprendre et ce dont il faut apporter à l'agent qui va vous donner un 10% de plus de chance ou même des fois certaines personnes qui sont naturellement capables d'obtenir un 40, un 20% de plus des 50% dont j'ai parlé, arriver à 70%. Mais tous les dossiers ont déjà une chance de Mais, 50%. Le reste, c'est la façon dont on va présenter ça. D'accord? Donc, je vous euh, remercie de m'avoir invité. Donc, je dis bonne chance aussi à vos étudiants. c'est Et ça. Donc, puis, j'allais quand même, oui, en ta présence, partager avec mes oui, étudiants euh, euh, leur, euh, tes coordonnées. Donc, est-ce que tu as un site Internet? oui, Tu peux oui. déjà les indiquer parce que tu peux porter mieux la parole que moi. Oui, oui, d'accord. Donc, mon site Internet, c'est syndic-conseil avec s.com. Et D'accord. puis, mon adresse courriel aussi, c'est info avec s à syndicconseil.com. Donc, Info c'est avec info, S. infos exactement, à syndic, conseil, conseils.com. Donc, syndic, je dois l'appeler aussi. D'accord. Puis, je partage avec eux. Ici, Oui, là, voilà, syndic. oui, Parce que justement. j'étais sur le site même OK, d'accord, c'est du parfait. gouvernement québécois pour trouver Oui, la donc, liste des consultants en immigration. Parce qu'il merci. faut que je dise que tu parles là en fonction de, voilà. Donc, si on veut Exactement. contacter directement, déjà, je sais qu'ils ont déjà 50%. On n'a pas dit de Oui, combien, mais 50% du montant oui, ordinaire, oui, oui. Donc, c'est ça. Donc, dépendamment du dossier. parce que je vais pas parler d'argent parce que chaque dossier est différent. Exactement. Mais une chose est sûre, c'est que s'ils vont sur mon site Internet, ils vont voir qu'est-ce que Le ça coûte coût pour régulier. l'étudiant et ils vont voir ce que cela veut dire 50% en Super, réalité. merci beaucoup. S'il y Oui, a un point, une chose que je n'ai pas posée, peut-être que je vais te oui, texter, peut-être oui, qu'on pourra donner la question après, mais je pense que j'ai d'accord. bouclé toutes les questions qu'on devait aborder pour eux. Merci de ton intervention. J'espère qu'ils vont tirer profit. J'espère. Mille merci encore à ces formateurs. Merci, Madame Guillaume. Passez bonne soirée. Et puis, bonne année à tout le monde. J'espère. Au revoir. D'accord. Au revoir.